Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, hop, à toi. Voilà, c'est parti, ravi de vous retrouver comme chaque mercredi, toujours avec cette bonne humeur qui tient à des jolis résultats. Quant aux performances en elles-mêmes, il semble qu'on ait pas mal de choses à vous dire. Votre équipe gagne, mais votre équipe inquiète aussi depuis la semaine dernière. Il va sans doute griffonner quelques notes sous la table pour étoffer le livre de la saison. Comme celui-ci, ça c'est celui de la saison dernière. Comme chaque année, il scelle les souvenirs du FCG dans un livre en collaboration avec le club. Frédéric Protin, auteur, supporter, professeur, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Lucille et merci pour ton invitation. Avec toujours grand plaisir, un expert régulier de cette émission, mais il va falloir débattre ce soir avec celui qui n'a pas d'adversaire à sa taille, l'homme qui n'en savait pas trop et qui nous en fait part, Guillaume Ménard. Salut. Bonsoir Lucille. Ça va ? Oui, en pleine forme. Merci beaucoup d'être avec nous. On va tout de suite retourner sur la 15e journée et la réception de Soyo Angoulême. C'était vendredi dernier au Stade des Alpes. Comme il faut toujours voir le bon côté des choses, on vous montre d'abord ce qu'on a aimé. Et le verbe est faible devant le bel exploit personnel de l'ailier Teiva Jacquelin qui prend de court tous ses adversaires. Un joli drop aussi, et c'est à peu près tout. Car ce soir-là encore, le FCG gagne dans la douleur face à une équipe vaillante certes, mais pas bien menaçante après beaucoup de frayeur. Nous aussi on s'inquiétait. Je pense que notre prestation elle est pas finie. On s'est fait très peur. Et on voit que voilà, ça passe aujourd'hui ce qu'on a à la maison et qu'on a ce regain d'énergie à la fin parce qu'on ne veut pas perdre à la maison. Mais on fait trop de fautes pour pouvoir espérer mieux. Donc voilà, aujourd'hui ça passera pas tous les week-ends. Des punitions comme si l'on neigeait et une mêlée affaiblie permettent en effet à Angoulême de mener au Stade des Alpes devant un public qui se demande où est passée l'équipe aux 58 points lors du dernier rendez-vous à domicile. Chaque match est différent, chaque équipe est différente. Donc voilà, même nous, ça nous permet de nous remettre en question, essayer de trouver les solutions pourquoi. Et pour le moment, on ne les a toujours pas trouvées, donc on va continuer à travailler. Il faudra bien, si le club garde la prétention de dominer le championnat. Si le titre anecdotique de champion d'automne lui échappe de peu, le FCG doit se retrouver à l'aube de la phase retour. Alors Guillaume, sentiment mitigé, je t'ai vu faire la moue pendant le match aussi. J'étais un peu agacé. Allez, pourquoi Guillaume ? Non, j'étais un peu agacé parce qu'il n'y a que Angoulême qui ne voulait pas gagner ce match. Après, si on prend les 10 dernières minutes, je pense qu'ils ont au moins 3 occasions de scorer. Enfin, il y a un turnover de balle qui leur permet de scorer derrière et ils n'y arrivent pas. Donc, on va dire tant mieux pour ce manque de réalisme. Après, une équipe d'Angoulême, on en parlait un peu dans le vestiaire tout à l'heure. C'est pas loin d'être le vestiaire, mais c'est de dire que cette équipe, finalement, elle fonctionne. Il y a qu'à voir la réaction des joueurs sur le banc de touche, une certaine, côté familial très très fort, des joueurs qui sont solidaires. Ils sont venus avec des armes simples, une grosse défense qui ne se laissait pas consommer sur le jeu au sol. Alors, souvent, nous, on était en infériorité parce que la nécessité de devenir déblayés. Et puis, une forte mêlée qui les a rassurés, alors qu'on sait finalement qu'en Pro D2, c'est un des fondamentaux qu'il faut avoir si on ne veut pas passer à travers. Et ils se sont installés dans la confiance en restant finalement accolés au score. Et jusqu'au bout, ils ont été dangereux. Je pense que avec ces quelques erreurs, parce que se tourner un renvoi, c'est des choses qu'on apprend à l'école de rugby. Des petits jeux au pied par-dessus pour soi-même dans les 22 mètres, voire même dans les 10 mètres, vu le contexte, c'était peut-être pas très judicieux. Voilà, c'est une somme de petites fautes individuelles qui fait qu'on
on les a laissés dans le match. Voilà, tout simplement. On va faire un petit peu comme dans notre reportage, c'est-à-dire commencer par ce qui va bien et même par ce qui va très bien aussi. On a beaucoup aimé cet essai qui a commencé d'ailleurs par le collectif et qui a été donc signé, ponctué par l'ailier Teiva Jacquelin, donc qui est de retour du coup et qui fait un petit peu ses débuts avec le club. Il n'y a rien à dire. Non, rien à dire, mais pourquoi il n'y a rien à dire? Parce qu'on slalom a un et tout, 10 qui arrive en attaquant la ligne davantage. Du coup, ça ouvre des portes. Et puis, par simplement C'est bien des jeux négocié. de crochet, oui, bien sûr, l'essai est loin d'être fait. Ils défendent vraiment comme des peintres. Mais ça n'enlève rien aux qualités d'appui de ce joueur. Voilà, qui est vraiment solide sur ses appuis, qui a une densité, une vélocité qui devrait nous faire du bien. Et puis on a eu aussi, on a eu Adrien Lator qui a été au bon endroit, qui a eu la bonne adresse au bon moment, on va dire, donc avec ce drop et aussi une jolie pénalité qui a donc assuré finalement ses 5 points d'avance à ce club. Oui, Fred. Parce que 10 minutes de la fin, 45 mètres en face, certes c'est en face, mais il y avait pas du fait. vent, il y a de la pluie, il y a de la neige. C'est pas fait du tout. Et puis il faut avoir le sang-froid, faut être sûr de soi. Bon, c'est un bon buteur Il a assuré. et il a assuré. Très bien. Et il fallait ces 3 points de plus parce qu'il n'y en avait que 2 d'avance. Et on n'était pas à l'abri d'une pénalité, comme a dit Guillaume. Ils portaient le ballon, Angoulême. Ils étaient capables de provoquer une faute chez Grenoble. Et 3 points, c'est vite fait. À 5-6 minutes de la fin, on est en retard d'1 point. On panique un peu, on lâche des ballons. Et puis on perd un match bêtement d'1 point. Non, puis il peut tellement avoir d'erreurs sur le coup d'arbitrage, de fautes stupides d'un joueur qui vient en sauveur. On en a eu quelques-unes, des fautes stupides. Guillaume, je te laisse commenter. Ça a été un petit peu compliqué. 3 cartons jaunes. Et le problème, c'est quand on subit comme ça, on est pris un peu par la pression. Et puis, voilà, on se perd un peu, quoi. Ouais, on se perd un peu. On pense qu'individuellement, on va réussir à régler les choses, alors que justement, c'est là qu'il faut vraiment se reconcentrer sur le collectif pour pouvoir avancer. Oui, Fred. Oui, pardon. exactement. C'est ce que j'allais un peu dire. Ouais. Le collectif, on ne l'a pas senti énormément. Je pense qu'on a vu beaucoup de réactions individuelles. Et puis ça ne marche pas forcément bien. Alors, moi, ce qui m'a inquiété quand même, c'est cette mêlée, où ça fait quand même 2 matchs de suite, où on souffre devant. Et justement, je voulais te demander à Guillaume, toi qui connais bien cette mêlée, comment on peut réagir justement en cours de match? Parce que moi, je n'ai pas compris pourquoi systématiquement on visait et on ciblait notre numéro 3, mêlée toujours poussée de travers. À un moment donné, on peut bien en pousser une de travers, mais pas 3, 4. C'est compliqué, la mêlée, c'est vraiment un travail collectif, donc c'est difficile de cibler un joueur ou 2 qui seraient responsables. Là, c'est un qui a pris, en l'occurrence, des Nike. Ouais, alors malheureusement, il est arrivé en stabilisant la mêlée un peu avant, mais il paye finalement il paye tout le début de match où on n'est pas dominateur. Oui, voilà. Tout à fait. Le problème, c'est que la mêlée, elle donne un signe à l'arbitre. Elle donne un peu un sens de marche et un signe de supériorité. Alors, ça ne fait pas tout dans le rugby, mais il n'empêche que ce signe-là, il implique et il induit la prise de décision de l'arbitre. Et comme on ne le rassure pas avec ça, et finalement, on se prend après subir, et puis ainsi de suite. Et puis finalement, d'aller, au lieu de monter chercher les mecs en défense, on les subit. Comme on est sur les talons, c'est un peu les portes de saloon, ça passe plus facilement, etc. etc. Du coup, tu disais tout à l'heure, tu parlais de cet esprit de famille, presque, d'Angoulême. Tu ne sens pas ça du côté de Grenoble, en tout cas. J'ai pas dit ça. J'ai dit que on parlait vraiment beaucoup de cette solidarité, de tous ces jeunes avec ces cadres. J'ai dit que sur ce club d'Angoulême, sur ce que je vois actuellement, et c'est propre à ces équipes qui montent du niveau en dessous, ils sont obligés de faire preuve d'une solidarité à toute épreuve. Ouais, une âme. Et puis chaque match est un challenge pour eux, quoi. Donc finalement, ça leur enlève un peu de pression. On les sent bien vivre ensemble, sans leur faire offense. Je pense que c'est un petit club qui est en train de se développer. Et nous, finalement, même si, on l'a dit, on reconstruit le club avec des jeunes, des plus anciens, des gens qui sont attachés à cette terre. Et je ne reviens pas là-dessus, que ce soit Fabien, Arnaud et tous les autres, Nigel, enfin j'en oublie, donc je ne veux pas tous les citer. Mais on reste dans un grand club. Et quand on réceptionne ces équipes... inconsciemment, peut-être qu'on s'y prépare un peu moins. Je ne dis pas qu'on est hautain, je ne dis pas qu'on est odieux. Je dis simplement que inconsciemment, peut-être qu'on s'y prépare un peu moins.
Il y a 2-3 blessés. Il nous manque quelques poutres, notamment dans ce pack d'avant. Tu en parlais. On n'est pas rassuré par une grosse défaite à Aurillac aussi la semaine précédente. Ouais. Je veux dire, on n'est pas dans un bon... Aurillac, c'est une très bonne équipe de Pro D2. Oui, ça, c'est clair. Ils ont un terrain qui est en pente. Mais Grenoble il y avait de la savait. neige. Mais c'est une équipe qui est très joueuse, qui est difficilement manœuvrable chez eux. Moi, ça fait des années que je les connais. Et chaque année, c'est la même chose. On pense pouvoir faire quelque chose. Et puis, c'est très compliqué d'aller gagner là-bas. Donc, on se contente simplement de... Oui, d'autant de plus manger qu'ils étaient un bœuf petit à la peu broche. couteau sous la gorge. Ils ont perdu 2 matchs chez eux. Et puis, chez eux, c'est jamais facile d'aller gagner. Ah non, non. Donc, sans doute surpris par un début de saison où d'habitude, ils marchent bien, ils tournent bien. Ils sont C'est vrai, très ils sont souvent plutôt- dans la tu as raison. phase allée. Ils sont dans les Ils s'effondrent 4-5 plutôt sur la fin, premiers. Et là, ils étaient un petit peu en bout de classement. Et ils ont voulu réagir forcément contre Grenoble, qui avait peut-être... Il y avait une qui équipe était très encore jeune, dans l'euphorie, jeune. Le match de Colomiers avait apporté beaucoup de qualité, on avait vu beaucoup d'engagement. Et puis là, des conditions qui changent subitement, le froid, la neige. Ouais, et Une certains- équipe jeune, peut-être forcément moins d'expérience, contre une équipe qui est bien rodée à la Pro D2. Aurillac... Il est certain que les conditions climatiques qu'on connaît en ce moment, et depuis 15 jours finalement, ouais, c'est font qu'on a un nivellement du niveau. C'est-à-dire que pour les équipes qui ont le plus d'appétence à jouer balle en main, c'est un jeu qui se développe un peu moins, donc ça contraint un peu le reste. Pour peu qu'on tombe sur des joueuses un peu tricheuses, et Angoulême l'a été dans les mains sur les ballons qui traînaient, c'est pas grand-chose pour le téléspectateur de voir une main sur une demi-seconde, sauf que en termes de mouvement sur le terrain, de réorganisation défensive, c'est énormément de choses. C'est un vrai luxe de pouvoir se réorganiser. Donc du coup, ça n'a pas favorisé cette concentration de joueurs qui permet de jouer sur des espaces un peu plus au large. Mais est-ce qu'on peut pas se dire aussi que tout le monde était inquiet avec ces passages à vide? Fred, on en parlait souvent, et notamment sur Internet, on rappelle. Oui. Fred, Oui, tu oui. es, un intervenant très assidu, un expert... on le dit, du Forum des passionnés. Voilà, du Forum, CG, tu sais, Fred et Grenoble. Midol, Voilà, la rubrique. Fred et Oui, Midol. non mais... Donc, on dit souvent, cette équipe a toujours ce passage à vide, il montre des signes d'inquiétude, de régularité sur un match. On nous dit, oui, mais la Pro D2, c'est toujours comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, est-ce que Grenoble serait à sa place, en tout cas, avec ce niveau? Voilà, aujourd'hui, ce sont vraiment ces petites choses qui payent. Bon, à ce je moment-là. pense qu'on paye aussi. Il y a peut-être, comme l'a dit Guillaume, il y a un peu des blessés. Donc, il y a du turnover et c'est judicieux parce qu'on ne peut pas faire jouer un joueur tous les matchs. Ça, c'est normal de faire tourner. Après, on perd forcément un petit peu en collectif ou en repère. Il suffit qu'il y ait, comme tu dis, un ballon un peu qui traîne, on n'arrive pas à le récupérer. Ça met l'équipe un peu dans le dur. Où on va faire une faute, on réagit au dernier moment, on se met hors jeu. Et après, le match, il tourne mal. Alors, il y a un passager vide. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, tout d'un coup, on n'arrive pas à réagir. Bon, on peut faire des erreurs. Est-ce qu'il manque un capitaine aussi, on le dit, il est discret, on discutait en aparté du rôle de Steven, qui est un combattant, qui est un guerrier, qui emmène l'équipe, qui parle peut-être pas beaucoup, mais en tout cas qui monte sur le terrain l'envie d'aller au contact, l'envie de se battre, l'envie d'aller gagner des ballons. Et peut-être qu'inconsciemment, on a plus leader combattant. Les autres sont là, ils combattent, ils ne donnent pas leur parole à l'ombre chat, mais il a ce charisme par l'attitude, et puis c'est rien de péjoratif, c'est un taille-taille. C'est quelqu'un qui a c'est toujours dangereux un taille-taille, parce que sur un plaquage, il peut te dévaster quelqu'un, etc. Et quand vous jouez face à ces mecs-là, ça amène une certaine forme de crainte. Voilà, donc, vous tolérez moins de choses. Inconsciemment, voilà, vous ne faites pas les choses de la même façon. Vous trichez un peu moins, etc. Ouais. Là, voilà, peut-être que les gens se permettent un peu plus de choses. Après, Arnaud a beaucoup fait de matchs sur ce début de saison. Très peu tourné, a beaucoup démarré. Alors, Arnaud a été replacé en 8, alors que d'habitude, il joue en 7. Je parlais d'Arnaud et Guy. Pardon. Oui, excuse. J'ai confondu avec Fabien sur le moment. Non, c'est vrai, je voulais un peu le rôle de perforateur de Steven. On a eu du mal. Heureusement, l'entrée de Loïc a fait du bien, j'ai trouvé, en termes de perforation. Alors, par rapport à Fabien, qui est remarquable et qui joue beaucoup, qui est beaucoup plus dans le jeu développé, dans les courses. Mais parce qu'ils avaient un système défensif avec deux personnes dans le champ profond et vraiment un gros premier rideau. C'est vrai que les ailiers décrochaient très rarement, très peu.
c'était les deux qui basculaient pour la couverture. Donc c'est vrai que cette densité fait que ça laissait vachement moins d'espace. En tout cas, moi perso, je suis sûre du potentiel de cette équipe et je suis sûre Oui, non, qu'elle mais- va rester en haut et qu'on va encore voir des grandes choses. Voilà, il faut rester positif. Je voudrais en revenir aussi sur cette journée un peu dingue, cette 15e journée qui a été marquée par 4 bonus offensifs à domicile, dont l'hallucinant 53-0 de Bayonne contre Narbonne, celui de la Lanterne Rouge aussi, Carcassonne contre Dax, 43-24, et puis ceux de Vannes aussi, et des victoires donc, qui rassurent un peu les équipes qui sont très à la peine en deuxième moitié de tableau. Côté classement, c'est Montauban qui garde la tête, et c'est 2 points d'avance sur Grenoble et Mont-de-Marsan, Perpignan qui n'est pas bien loin. Et le prochain adversaire de Grenoble, Béziers, est 7e. En deuxième moitié de tableau, c'est Vannes qui fait la bonne opération et qui remonte de la 14e à la 9e place. Elle est dingue cette journée, non ? Ah, c'est dingue. C'est dingue Ça va parce vite, que ouais, tout est vraiment serré. On a l'impression de vivre le top 14 à une époque. Non, mais après les gens sont à leur place. Quand on va Montauban, c'est une équipe qui depuis des années se reconstruit après avoir vécu de belles années en top 16 et en top 14. Ils produisent du jeu. Ouais, j'ai été impressionné de leur match contre Biarritz. Des temps de jeu de plus de 2 minutes, sans perdre de balle, sans faire d'un avant. Sur la première mi-temps, 2 en avant dans le match, 2 mêlées. J'aimerais voir en top 14 ce niveau de jeu, de rapidité, aucun ballon tombé, les joueurs sont bien placés, ils arrivent en vitesse. Remarquable. Hein. Ah non, c'est une très très belle équipe. Donc ça sera Ils seront dans le carré. ouais. Mais Béziers, vous le sentez comment alors ? C'est tellement aléatoire ces équipes. Avec un capitaine qu'on connaît bien qui s'appelle Jonathan Best. Ouais, Et puis mais leur Ali hacker, Paté Ratini qui marque déjà 2 essais, 3e match. Il faudra s'en méfier. Non, c'est certain que ça reste une belle équipe. C'est le championnat de Pro D2 d'un week-end sur l'autre. Stéphane nous l'avait prédit. Hein. Ça demande beaucoup d'investissement et de concentration jusqu'au bout des matchs. Quoi. Mhm. Allez, on a pu aussi se procurer ces images d'une personne du public, pas bien loin de nous, qui a un début de rencontre qui a été marqué par l'intrusion des supporters du GF38, le Grenoble Foot 38. Alors, ils se sont fait reconnaître à leur chant et à leur banderole qui étaient adressés à la tribune officielle et notamment à Grenoble-Alpes Métropole. Les supporters qui demandent à ce que le Stade des Alpes leur revienne de plein droit et contestant le fait que le FCG a 2 stades à lui. Oui, Guillaume. Donc, tu étais là, tu étais en face. Moi, ce que je note, c'est que l'esprit, voilà, on a eu quelques sifflets, évidemment, mais pas plus que ça. En tout cas, est-ce que c'était vraiment adressé aux joueurs, au public ? C'était vraiment Non, je pense pas un que ça appel soit... des supporters qui était clairement dirigé vers la métropole, et c'était leur manière de se faire entendre. Ouais, pour moi, c'est un coup médiatique dans le sens où, voilà, après, il faut bon, moi, on ne va pas saluer leur action, mais ils se sont tenus dans ce stade. Il n'y a pas eu d'accrochage, de façon assez pacifique. À certains moments, ils ont même soutenu le SCG. Donc, c'était assez rigolo. Après, ils se sont bien organisés. Hein. Je pense qu'il y a dû y avoir une dizaine de banderoles. Voilà, c'était amusant de lire leur slogan, et je pense qu'ils ne savent pas faire de communiqué de presse. Ah, mais ils avaient beaucoup bossé, mais oui. Non, mais c'est... Voilà. Après... Le public, en tout cas, pensait qu'on prend un petit peu en otage les joueurs pour aller mettre une ambiance. Ici, c'est le GF, etc. Moi, je note qu'il n'y a rien eu dirigé contre le FCG et rien contre les joueurs. Non, aussi, je pense que c'était aussi pour faire réagir les pouvoirs publics face à leurs responsabilités. Après, sincèrement, je ne vois pas comment un stade qui a coûté aussi cher ne puisse pas être partagé pour 2 équipes. C'est-à-dire qu'on soit rugby ou foot, je pense qu'il faut se faire l'idée qu'aujourd'hui, dans une grande métropole, les infrastructures soient partagées. Quand ils disent une équipe de stade, oui et non, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un stade, ça ne se résume pas uniquement à une pelouse. Il n'y a que le foot qui pense ça. Un stade, c'est du merchandising, c'est des loges, des prestations VIP, de la panoptique, de la LED, etc. Mais le club avait beaucoup investi à Lesdiguières dans ce sens aussi. Oui, mais c'est des investissements qui sont passés, qui sont amortis et qui demanderaient trop d'efforts pour un retour à ça. Il n'y a plus de village partenaire, on le rappelle aussi. Voilà, exactement. Donc
Donc voilà, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu quelqu'un qui est proche du GF38, qui était surpris de la qualité et de la qualité des prestations qu'offrait le FCG, et puis de cette ambiance assez décontractée où bon nombre d'enfants circulent librement dans le stade, Oui, bien sûr. où tout se passe bien, où les gens... voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Voilà, je pense que Le Stade effectivement. des Alpes avait été construit pour le foot, on le rappelle. Certes, aussi. mais Oui, c'est avant mais- tout le stade des non, mais- Grenoblois. C'est tout. C'est Voilà, les il y a- Grenoblois qui payent le stade. Voilà, c'est pas le c'est GF38 ce qui sont paye les le stade, Grenoblois. on soit Donc bien ils d'accord. aiment le Les foot, ils aiment le. métropolitains. Les 49 métropolitains. copules. Voilà, Ouais, exactement. Donc, Les gens, sur leur feuille d'impôt, il n'y a pas de petite ligne, mais il y a le poids de ce stade-là. Donc, c'est pas le GF38, ils ne sont pas propriétaires du stade, que ça soit bien clair. Pas plus que le FCG. Après, voilà, chacun doit trouver le meilleur compromis possible pour faire vivre ce stade et lui assurer un rendement. Je ne sais pas si je le dis mal, mais... Oui, mais à la limite que le stade soit occupé tous les week-ends, soit par du foot, par du rugby, c'est une très bonne chose, Et puisque par les au moins. grandes équipes de foot, par les grandes équipes de Exactement. Ça ne peut être que positif. Ça fait marcher le stade, tout ce que tu disais, les partenaires et autres. Tout le monde doit s'y retrouver et pas Il faut juste que pas de guerre, ça sert à rien. Il faut juste que les deux ligues arrivent à s'entendre. C'est-à-dire Oui, mais alors ça, c'est- qu'à l'élaboration Des calendriers, des calendriers, il ne doit pas y avoir 10 000 équipes qui sont dans ce cas-là. Donc, le fait de limiter ou ne pas avoir de doublons doit être une règle. Et puis à Toulouse, je crois, ça doit être un peu pareil, puisqu'il y a une équipe de foot de rugby. Il y a 2 grands stades. Bon, Le rugby va de oui. façon occasionnelle sur les gros matchs. voilà, mais ils s'entendent. On n'a jamais entendu parler de conflits, où ça doit être anecdotique. Et il n'y a pas de raison qu'à Grenoble, on ne puisse pas faire pareil. En bonne intelligence, on doit trouver une solution facile. Comme tu dis, la Ligue, même les clubs, on s'arrange, on décale d'une journée. Et c'est pas. Et c'est surtout compliqué. pas celui qui criera le plus fort qui aura le stade. Voilà. Il y a d'autres enjeux. Et si le choix politique est aussi difficile, c'est bien qu'il y ait une raison. Très bien. On espère bien sûr une issue positive, ça on le dit toujours, et une belle saison aussi au Grenoble Foot 38, ça c'est sûr. On rappelle que Vous avez perdu la les veille, je crois. footballeurs... Match nul, Ouais. la veille. Oui, match raté on va dire, mais ils ont fait quand même des belles choses. Ils sont en national, on le rappelle, troisième division. Allez, la vague du Pacifique, maintenant elle gagne un petit peu plus encore le FCG avec 2 jokers médicaux qui ont été déclarés aptes et qui donc s'engagent donc avec le club Latou Talakai et Leva Fifita. Du premier coup, le premier prend la place d'Alexandre Dardet, cloué à l'infirmerie Dardet, c'est jusqu'à la plus fin court, de la saison. Ouais, Dardet, c'est plus court. Ouais. Et Capelli aussi, on y arrive. Voilà, le second pallie l'absence de Michael Capelli, qui vient de se faire opérer avec succès. Bon rétablissement à lui. Les 2 sont néo-zélandais et les 2 ont 28 ans. Ça fait, alors si j'ai bien compté, il me semble 17 joueurs du Pacifique, hein, Nouvelle-Zélande, les îles comprises. 17, moi j'ai compté aussi Teiva Jacquelin, qui est haïtien. Donc, Eddie Guerre, ça fait pas mal. Après, on s'appuie sur des filières. Hein. C'est vrai que les gens du Pacifique ont toujours été bien reçus à Grenoble. Hein. Historiquement, c'est des gens qui sont très bien implantés, qui ont marqué le club. Taoufi Fénois. Ouais, voilà, Jean-Jacques, Willy, il y en a eu bien d'autres. Donc, Tolofua, Vaitanaki, voilà, j'en oublie plein. Je parle de ceux que je connaissais le Et avec qui plus. tu as joué. Voilà. Et avec Non, mais- qui, et des hommes qui sont des vrais guerriers, des vrais combattants qui apportent vraiment un plus aux équipes par lesquelles ils passent, mais aussi des gens qui sont généreux, qui humainement savent encore ce que c'est que les valeurs de famille, Ils sont solidaires. une vraie solidarité, voilà, une culture qui est importante chez eux, très respectueux des gens. Donc non, c'est une bonne nouvelle. Et puis on tombe aussi finalement dans le choix, c'est-à-dire que l'hémisphère sud aujourd'hui, c'est nous nos mutations, les clubs sont, les effectifs sont faits, à part peut-être quelques joueurs qui restent sur le carreau et que personne ne veut malheureusement, qui sont encore au chômage. L'hémisphère sud est une proposition sur des gens qui sont en fin de championnat ou qui n'ont pas intégré des équipes qui font le Super 12, etc.
Mais l'hémisphère sud, c'était beaucoup l'Afrique du Sud aussi ces derniers temps. Ça a été souvent Australie, on avait eu beaucoup d'Australiens. Là, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de Sud-Africains, plus beaucoup d'Australiens, quelques Néo-Zélandais et surtout Pas assez beaucoup de... discipliné. C'est pour ça. Peut-être, oui. Beaucoup de joueurs des îles. J'en profite, je fais un petit coucou à Danny Debire. Oui. Qui a été l'ouvreur du FCG et qui a joué à Chambéry quelques temps Son et ouvreur, qui à exactement l'époque. et qui vit encore dans le coin et qui a une petite fille ou un petit garçon et qui a priori est heureux dans notre région. Donc voilà, c'est des gens qui sont pas uniquement pour faire un coup mais qui viennent vivre et former la famille. Il y a beaucoup d'ambiance. L'hiver, ça se passe bien à Grenoble. Ouais. C'est bien. Et En oui, plus. tout à fait. Voilà. Allez, on a un petit clin d'œil aussi à faire à l'ancien capitaine du FCG qui a donc quitté Grenoble en fin de saison dernière. Il y avait beaucoup de monde et du bien beau monde. On vient de voir la championne de ski cross, Ophélie David, qui nous a fait un petit coucou ici. Vous l'avez reconnu. C'est Jonathan Wisniewski qui vient d'ouvrir son restaurant à Saint-Égrève. Ça s'appelle La Saladerie, qui rigole donc. Pas la vache qui rit, c'est la saladerie. Donc, un concept basé autour des fruits et légumes frais. C'était une petite surprise, en fait, en tout cas pour moi. Je n'avais pas vraiment suivi cette perspective de reconversion de ce joueur qui, donc, évolue à Toulon après quelques blessures, d'ailleurs, dont une qui est en cours, d'ailleurs, en ce moment. Je lui ai posé la question, tout simplement, qu'est-ce que c'était que cette histoire-là et que vient-il faire ici à Grenoble? Est-ce qu'il est toujours joueur de rugby? Est-ce qu'il compte le rester? Je suis encore un petit peu rugbyman pour le moment. Je me suis éloigné de Grenoble avec un petit pincement au cœur. Mais voilà, j'ai laissé une petite attache avec ce restaurant, avec mon associé Pierrick Bourjac, qui lui est le local de l'étape et un ancien skieur. Et puis ça va me donner l'occasion de remonter souvent pour voir les amis, pour venir voir ce club qui me reste fort gravé dans le cœur. Et puis avec ce concept que j'espère démarrera bien. C'est mon premier petit bébé grenoblois que j'ai laissé ici. Donc je suis heureux de le démarrer dans cette ville à laquelle je suis très attaché sportivement et humainement. Les sportifs doivent manger sainement et ça a toujours été mon cas. Donc voilà, c'est un concept où on est très basé sur la coupe du fruit, du légume instantané, très frais, avec des grands buffets de légumes. Et voilà, donc on est sur quelque chose de très sain et simple, on le dit dans le logo. Et voilà, c'est totalement ça. On est sur des fruits coupés au dernier moment, avec des petits buffets de fruits frais où on fait soi-même ses salades. Voilà, on est sur quelque chose de très simple, mais voilà, qui nous correspond à notre façon de manger au quotidien, notre façon d'être. Et on espère que ça va plaire aux Grenoblois. C'est ma reconversion prévue là pour le moment. C'était prévu que j'avais pas prévu de bouger de Grenoble l'an dernier, donc c'était l'idée d'ouvrir. Mon associé, voilà, il va y être au quotidien, Pierrick, et l'idée, voilà, c'est ma reconversion pour la suite. Donc il y en a un ici, on espère que celui-là marchera bien, qu'il y aura un petit frère rapidement où moi je m'occuperai pas trop loin de Grenoble, et puis après on verra la suite. Voilà, on a pu apercevoir aussi un mouti, tout émoustillé de retrouver leur idole, d'ailleurs, les mammouths qui étaient présents ici. Guillaume. Oui, là sur la reconversion, il est arrivé à Grenoble avec déjà un fonds de commerce parisien, on va dire, tenu par sa compagne. Donc voilà, on rentre dans l'ère business model, où les gens investissent, soit, je ne sais pas si c'est pour défiscaliser, mais tout du moins pour préparer leur avenir. C'est vrai que le rugby génère beaucoup d'argent et ça permet aujourd'hui à certains d'avoir ces mannes financières leur permettant d'ouvrir des activités. Donc c'est plutôt bien pour l'économie du territoire. En plus, il s'appuie sur quelqu'un qui est très apprécié et très reconnu des Grenoblois avec Pierrick Bourjac. Donc, c'est un skieur, mais aussi joueur de rugby au FCG. Voilà, c'est un mec qui est adorable. Les skieurs, dans leur philosophie, finalement, sont assez proches des rugbymen, même si on est sur un sport individuel. Mais voilà, ils ont beaucoup de ce rapport à la difficulté, ces gens qui sont souvent blessés mais qui reviennent au plus haut niveau. Il faut accepter de se lancer dans ces pistes. C'est un vrai combat, un duel vis-à-vis d'eux. Donc voilà, par ces phénomènes-là, on est assez proches. Ça fait une petite attache aussi à ceux qui regrettaient de voir partir ce genre de joueurs. Voilà, ils sont encore un petit peu là aussi sur le territoire. Oui, bon, moi j'étais un petit peu étonné de voir que Jonathan restait sur la région, puisqu'il a quand même quitté Grenoble. Et donc finalement, il est un petit peu attaché à cette région. Il pense à la reconversion, c'est normal. Le métier de rugbyman dure jusqu'à les 30-35 ans. On ne peut pas vivre du rugby pendant toute sa vie, donc il faut penser à la reconversion. Ce qu'il a décidé de faire, eh bien, c'est bien, c'est une bonne chose pour lui. Et puis c'est normal d'investir finalement l'argent gagné, on va dire, par le rugby, et puis de l'investir intelligemment. Après, ça ne s'improvise pas.
C'est compliqué de tenir une affaire comme celle-ci. Ouais, bah après, c'est la maturité de ces joueurs-là qui réfléchissent beaucoup aussi, hein. C'est-à-dire qu'il a toujours eu cet axe-là sur l'économie. Il a cette intelligence aussi de savoir s'appuyer sur les partenaires du club. Il connaît très bien aussi aujourd'hui l'aura qu'il peut avoir ou qu'a le rugby sur Grenoble. Donc c'est vrai que pour lancer une affaire, c'est plus facile quand vous arrivez du monde du rugby, que si vous êtes quelqu'un de lambda et qui veut ouvrir sa salonnerie. Très bien, en tout cas pour ceux qui veulent aller voir le principe. De Rida Jawer. Ouais, Voilà. Exactement. Rida qui qui est très investi sur ça, qui lui est resté sur le coin, hein, qui a arrêté de jouer à Grenoble, mais qui a ouvert l'affaire et qui la tient sur place avec une vraie reconnaissance et une admiration des gens qui viennent le voir. Voilà, et puis intellectuellement, c'est intéressant des matchs aussi. de basculer sur autre chose que du rugby, tout en restant au contact, puisqu'il propose des matchs. Oui, et puis, bon, voilà, on est dans l'économie, on est dans le commerce. Ils doivent se faire entourer par des gens compétents également, qui connaissent bien les ficelles un peu du commerce, les rouages du commerce. Et puis c'est des gens, enfin pour parler de Rida, hein, c'est un vrai bosseur, quoi. C'est-à-dire qu'avec son associé, ils y passent, ils partent pas souvent en vacances. Voilà, c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on vit la grande vie, quoi. Ils sont très investis sur leur activité. Ancien joueur du Loup, il connaît bien aussi. De Bourgoin. De Bourgoin, il me semblait qu'il avait passé par le Loup aussi. Mince. Bourgoin, Montauban, Dax. Non, je parlais de l'associé, je parlais pas de Rida. Voilà. Tony Testa. Donc c'est ça, Tony. Anthony, qu'on salue également. Voilà. Tony, qui est passé au Loup, qui a joué au Stade Français, là, qui a été un talonneur, vraiment un beau talonneur. Voilà, donc ensemble, ils savent. Formé à Grenoble, au centre de formation. De quoi il parle. On n'a pas dit, hein, la saladerie, donc c'est à pas loin de Carrefour, c'est ça, c'est derrière, en tout cas sur cette zone d'activité de Saint-Égrève. Et comme tu le disais, la table des pirates, donc de Rida Jawer, c'est du côté de l'espace. Zone Comboire, du côté de l'espace Comboire. Puisqu'on est en train de faire de la pub complètement, regardez ici, comme on a un joli plateau ici décoré par nos collègues de la rédaction de Télé Grenoble. Et c'est la famille Francillard et de chez Villaverde qui nous fait l'amitié de cette décoration de Noël. On fait un petit coucou à Marie-Pierre Francillard qui est à la direction commerciale du club, du FCG. Grande famille. Voilà. Les affaires se portent bien, Guillaume, à la banque, puisqu'on est en train de parler reconversion, puisqu'on est en train de parler économie. Il semble que tu sois très occupé et c'est tant mieux. Ouais, les affaires se portent bien. Dans l'accompagnement de l'économie, on en parlait du territoire et le financement de cette économie-là. On va faire encore une très belle année, mais c'est la preuve qu'aujourd'hui qu'une banque qui a son siège sur Grenoble et a les pleins pouvoirs pour décider finalement de l'octroi de crédit. Et je crois que voilà, on fait encore une très très belle année. On sent quand même un petit peu de reprise dans l'investissement. Donc c'est quelque chose qui est très positif. Espérons que ça dure dans le temps. Les signes sont plutôt ouverts. Une belle reprise aussi pour les anciens joueurs du FCG, que tu as été, on le rappelle. Du coup, oui. Voilà, on passe d'une vie à l'autre. On en parlait la semaine dernière avec Fabien Gengenbacher. Oui, c'est vrai que c'est... Bon, après, on transite vite dans l'autre vie parce que... comme on était comme joueur très investi ou avec beaucoup d'engagement, quelquefois des sacrifices, et ben finalement on reprend ces nouvelles activités avec la même philosophie. On ne se change pas finalement. Et le passage de joueur de rugby à banquier, on parlait l'autre jour avec Dana Edwards qui va être futur banquier, hein, comme il nous avait expliqué. Bon, ça doit être quand même particulier. Hein. Alors moi, je suis incapable de vous vendre un produit bancaire. Moi, je m'occupe de tout ce qui est le service mutualisme. Donc c'est la partie élue et le parti partenariat. Donc c'est finalement ce qu'on rend un peu au territoire. En termes d'accompagnement d'activité, c'est très méconnu, on communique très peu là-dessus, mais le Crédit Agricole, par ses élus, aujourd'hui, a une veille territoriale tellement importante que ça nous permet aujourd'hui d'accompagner des projets de développement locaux qui ne verraient pas le jour. Ça permet d'avoir des actions de type solidarité. Et j'imagine que pendant que tu étais encore joueur, tu as dû suivre une formation pour un peu... basculer vers ton futur métier. Tu réussissais à mener de front les deux facilement. J'ai eu cette chance-là, c'est qu'en démarrant en pro à Bourgoin, on s'entraînait que le matin. Donc ça laissait beaucoup de place finalement aux études après. Donc j'ai pu finir un DESS économie du sport et des loisirs à Bourgoin.
Et puis après, j'avais toujours cette volonté, cette curiosité de dire qu'est-ce que je ferai après, ou cette angoisse de dire rapidement, j'ai su que le rugby est quand même une incertitude. Hein. On le voit aujourd'hui avec les commotions cérébrales. Peut-être que demain, il y a des joueurs qui vont avoir un arrêt de carrière du jour au lendemain, quoi. Donc, quand on a conscience de ça, et certains sociologues vous le diront, c'est déjà une baisse de performance, le fait de penser à l'après. Néanmoins, quand vous avez une vie de famille structurée, pour certains joueurs, comme on l'a vu avec Jonathan, des investissements, vous avez plutôt intérêt à anticiper cette fin de carrière et à vous mettre dans le bain du professionnalisme. Alors, c'est des choses qui sont très positives dans le rugby parce que vous êtes au contact direct de chefs d'entreprise. Le rugby à Grenoble, c'est un peu moins de 300 partenaires. Moi, j'ai fait 3 clubs de la région, grosso modo. Voilà, ça couvre un panel économique très important. Et vous êtes identifié des chambres consulaires, de tous les acteurs économiques qui forment ce territoire. Et vous avez une vraie valeur ajoutée aussi au sein d'une entreprise. Un joueur de rugby est une force, c'est vraiment aussi pour une entreprise. C'est une force et à la fois, rapidement, vous devez vous imprégner des modes de fonctionnement, des process. Enfin, moi, je bosse dans une banque, un système très pyramidal, etc. Même si on est en train de connaître des nouveaux jours avec des organisations plus transversales, etc. C'est des choses qu'il faut appréhender. Il faut aussi savoir se faire discret pour se faire accepter, parce que vous arrivez avec un certain statut. Mais si vous n'êtes pas performant, vous allez beau avoir un statut de joueur de rugby, de skieur, etc. Ça n'a pas d'équivalence. Voilà. On ne prend pas des joueurs pour leur faire plaisir. Ça doit être et pour la gloriole, quoi. Et on n'appréhende pas un peu la bascule, là, tout d'un coup, changer de métier rapidement, parce que ça se fait en un mois. Tu arrêtes ta carrière en mois de juin, tu retravailles peut-être un mois ou 2 mois après, ou Moi, j'ai cassé mon contrat avec le FCG, donc c'était en fin de saison. Les contrats vont du 1er juillet au 30 juin. D'accord. Moi, j'ai cassé mon contrat pour démarrer le 7 juin. Qui était avec une saison qui était finie fin mai, un truc comme ça, pour intégrer le Crédit Agricole. Directement, j'ai dû avoir 3 jours de congé, un truc comme ça. Tu n'avais pas gardé le maillot quand même pour... Non. Non, tu avais eu le temps de... non, mais... Et après, c'était... mon métier est tellement passionnant. Oui, non, mais ça, je comprends bien. Qui est fait de relations publiques, relations extérieures, de rencontres avec les gens, beaucoup de relations humaines. Tant sur le côté mutualisme, avec, je le redis, tous ces élus, qu'ils soient du conseil d'administration de la Caisse régionale, puisque je rappelle qu'on est une banque coopérative, mais également sur les élus locaux qui nous font le retour au quotidien aux côtés des agences, des collaborateurs. Crédit Agricole, c'est 1000 élus et 2000 collaborateurs, un peu plus de 2200 cette année. Donc voilà, on a un acteur majeur. L'année passée, les chiffres sont pas arrêtés sur 2017, donc je ne les donnerai pas, mais sur 2016, c'est un peu plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 100 millions d'euros de résultats. Donc c'est quelque chose qui est très important. Quand on voit les contraintes que nous appose aujourd'hui la Banque centrale européenne sur le renforcement des fonds propres, sur la sécurisation des paiements, etc., avec des nouveaux acteurs entrants sur le monde bancaire comme Orange Bank, etc., on a une place à jouer en étant un acteur présent sur le territoire. Merci Guillaume, n'oublie pas ton chèque ici avant de partir. Vous avez fait bien une belle sûr. leçon d'économie. Oui, tout à fait. On est passé du rugby à l'économie, c'est très bien. Allez, sauf qu'on arrive maintenant au terme. D'ailleurs, tu as une conf call d'ailleurs à cette heure-ci. Donc Guillaume, merci encore. On ne va pas te mettre dans la panade maintenant ici. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On espère vraiment vous retrouver la semaine prochaine avec le sourire. On souhaite tout le meilleur évidemment à John Best à Béziers, mais on souhaite bien sûr que le FCG va faire une performance et on pourra fêter ça tous ensemble à dernière émission de Noël. Dernière émission de l'année avant Noël, ici en plateau la semaine prochaine. N'oubliez pas les cadeaux dans la hotte du Père Noël, au pied du sapin. Un vent nouveau souffle sur le FCG, ça se confirme aussi. C'est le bouquin de Fred. Des beaux passages sur Fabien Gellenbacher. Tout à fait, avec une partie toute spéciale, voilà, et une der de couve. Allez, merci à vous deux, merci beaucoup Fred, merci beaucoup Guillaume. À la semaine prochaine et vous passez une très très bonne semaine. Au revoir. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole.